Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, à travers cette brève présentation, nous allons essayer de découvrir un cours très important en pneumologie. C'est d'ailleurs un cours inaugural, c'est parmi les premiers cours en pneumologie qui porte sur les pneumonies aiguës communautaires. Donc nous allons essayer à travers cette présentation de vulgariser au maximum ce cours, de le condenser tout en maintenant les items essentiels et ce de façon concordante, étroitement concordante avec le livre intitulé Le clinicien en pneumophysiologie. D'accord? En introduction, on parle de pneumonie aiguë communautaire ou de PAC, d'accord? C'est l'acronyme de pneumonie aiguë communautaire. Et pour définir une PAC, il suffit de la décomposer en ces trois mots principaux, qui est pneumonie aiguë communautaire. Le mot pneumonie fait référence à une infection du parenchyme pulmonaire. C'est quoi le parenchyme pulmonaire? C'est alvéole, interstitium, bronchiole terminale et respiratoire, qui sont les extrémités de l'arbre trachéobronchique au fin fond du parenchyme pulmonaire. Aigu, ce n'est pas chronique quand même, c'est une infection aiguë, d'accord, qui va se développer en moins de 15 jours, contractée en dehors du milieu hospitalier, ce qui fait référence au qualificatif communautaire. C'est une infection qui a été acquise ou contractée en dehors du milieu hospitalier. Elle a été acquise en dehors de l'hôpital, contrairement aux pneumonies nosocomiales qui se contractent au cours d'une hospitalisation ou d'un séjour dans une structure médicale donnée. Les PAC, de par leur fréquence, leur gravité potentielle, parce que ce sont des infections qui se compliquent le plus souvent gravement et dangereusement, même chez les sujets sains qui ne portent aucun facteur de risque, aucune comorbidité, aucune tare associée, mais sont toujours susceptibles de faire des formes graves. Et le coût que ça impose au système de santé, donc elles constituent, d'accord, de par leur fréquence, gravité potentielle et leur coût important, un problème majeur de santé publique. Du point de vue épidémiologique, les PAC constituent environ 26% de l'ensemble des infections. Dans le monde des infections, les PAC représentent 26%. D'accord? C'est déjà donc une part inestimable. Et nous avons 5 à 10%, d'accord, 5 à 10% de toutes les infections respiratoires basses qui intéressent le tractus respiratoire bas, d'accord, sont représentées par les PAC. Et 60 à 80% des PAC sont d'origine bactérienne. On voit que l'étiologie bactérienne est prédominante. Voilà ce qui sous-entend que la plupart des questions d'examen, d'accord, se concentrent sur les PAC d'origine bactérienne, bien sûr en pneumologie sous forme de cas cliniques que nous allons essayer de faire au fur et à mesure. 30 à 40% des PAC nécessitent une hospitalisation et 2 à 10% nécessitent une hospitalisation mais pas en médecine. Une admission en unité de soins intensifs, ce qui témoigne de leur complications importantes. Quand il s'agit d'une PAC importante, on doit alors solliciter un service de réanimation médicale pour pouvoir prendre en charge cette PAC et surtout les complications qu'elle a occasionnées. Elle représente la première cause de mortalité infectieuse. D'accord. Si nous avons à vous poser une question, quelle est la première cause de mortalité par infection ou par maladie infectieuse? Ce serait indiscutablement les PAC, les pneumonies aiguës communautaires. D'accord. Mettant à part les pneumonies aiguës nosocomiales. Les facteurs de risque de survenue ou de survenue de formes graves de cette PAC, en fait, cette PAC, on vient de dire que c'est une infection susceptible de donner des formes compliquées, des formes graves, même chez des personnes saines. Mais en fait, il y a certains facteurs de risque qui favorisent la survenue de ces PAC, et si elles surviennent, ces facteurs de risque augmentent le risque d'apparition des complications. Nous avons le premier facteur, c'est l'âge, quand il est supérieur à 65 ans. Quand il y a des comorbidités associées, il y a une insuffisance cardiaque,
il y a des bronchopneumopathies chroniques, à l'instar de la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, que nous allons voir euh, plus tard. Nous avons l'asthme, nous avons le diabète, c'est l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, la démence, l'alitement, l'hémiplégie, ce sont tous des facteurs qui aggravent le pronostic de la PAC. Nous avons le tabagisme, ça va de soi, c'est un facteur de risque, c'est un facteur de gravité. Et l'hospitalisation antérieure, plus le malade a fait des hospitalisations ou a été hospitalisé antérieurement, plus il risque de faire des PAC et de faire des PAC encore graves. Donc ces facteurs-là que je viens de vous énumérer sont aussi bien des facteurs de risque que des facteurs de gravité. D'accord ? On va maintenant s'étaler sur les étiologies. Nous allons essayer de citer petit à petit les différents facteurs étiologiques, c'est-à-dire les différents agents causaux responsables de ces PAC. On vient de dire que les PAC sont dans 60, 70 jusqu'à 80% des cas d'origine bactérienne. Et il y a des bactéries qui prennent le dessus par rapport aux autres. Nous avons le Streptococcus pneumoniae, que vous connaissez tous, pneumocoque. C'est le plus fréquent. Il est très fréquent en monde des infections pulmonaires, notamment les PAC, et c'est l'agent de la fameuse PFLA, pneumonie franche lobaire aiguë, d'accord, qui a un tableau clinique évocateur avec une imagerie très caractéristique que nous allons voir bien sûr, et nous avons d'autres bactéries plus ou moins fréquentes et elles surviennent le plus souvent sur un terrain favorable, un terrain diabétique, un terrain insuffisant respiratoire, un terrain alcoolique, un terrain tabagique, etc. Donc le terrain, il favorise la survenue, d'accord, de PAC dû à certains germes, mais pas aux autres, d'accord? Sans pour autant que vous ne compreniez que, en fait, il y a des germes exclusifs qui ne touchent que les tabagiques ou des germes exclusifs qui ne touchent que les alcooliques ou autres. Non, c'est tous les germes peuvent toucher tout le monde, sauf qu'il y a des terrains de forte prédisposition à certains germes et de faible prédisposition à d'autres germes, d'accord? Donc nous avons les autres germes, nous avons l'Haemophilus influenzae, d'accord? Staphylococcus aureus, le staphylocoque doré, c'est également un germe très fréquent. Et nous avons Moraxella catarrhalis et les différents bacilles à Gram négatifs, les BGN. Il y a en fait des bactéries non seulement fréquentes, mais en fait responsables de PAC graves. Les plus importantes, qui sont très récurrentes dans les cas cliniques, on vient de citer le pneumococcus streptococcus pneumoniae, et nous avons Legionella pneumophila. Legionella pneumophila est une bactérie atypique qui va donner une infection pulmonaire grave associée à une atteinte neurologique et une atteinte digestive. Alors, ces deux germes-là sont les causes principales des PAC graves qui sont le plus souvent rencontrées ou transférées en réanimation. Les bactéries atypiques dans 10 à 20%, on vient de parler de Legionella pneumophila qui est l'agent le plus important qu'il ne faudrait jamais oublier. Et nous avons Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae également. Les virus, c'est dans 5 à 10%, ils surviennent le plus souvent chez l'enfant. Les virus les plus fréquents sont les virus influenza A et B, le virus respiratoire syncytial très fréquent et le para-influenza, et nous avons le fameux virus SARS-CoV-2 qui est l'agent de la fameuse Covid-19 qu'on n'oubliera jamais parce qu'elle a fait des ravages inappréciables. Hein. Alors, le diagnostic positif, on est parvenu maintenant à la stratégie qu'il faudrait suivre, au chemin logique qu'il faudrait emprunter pour pouvoir aboutir au diagnostic positif de cette PAC. On sait bien qu'il s'agit d'une infection aiguë du poumon qui pourrait être grave, qui pourrait requérir alors des soins intensifs, etc. Là, on le sait. Mais la base, c'est de savoir diagnostiquer cette infection avant de passer à l'acte thérapeutique. Le diagnostic, il repose le plus souvent sur
une dyade qui est faite donc de l'interrogatoire et de l'examen clinique, plus une radiographie thoracique de face. Voilà la dyade qui nous procure le plus souvent le diagnostic de PAC. Cependant, parfois, on a recours à des explorations plus approfondies, notamment en imagerie, pour caractériser probablement une lésion qu'on n'a pas su bien scruter sur la radiographie thoracique ou bien pour avoir un diagnostic étiologique qu'on n'a pas su évoquer sur la simple clinique et la radiographie thoracique de face. Donc il y aura des examens d'imagerie plus importants, notamment la TDM thoracique, qui est un examen de deuxième intention non systématique. Nous avons des examens biologiques et des examens microbiologiques. Les examens biologiques, ils ne sont demandés que lorsqu'on hospitalise le malade, on fait des prélèvements, etc. On fait une formule, on fait la CRP, on fait la procalcitonine, etc. Parce qu'en fait, parfois, c'est des facteurs non seulement diagnostiques, mais aussi pronostiques. Et la microbiologie, pour typer le germe causal, pour reconnaître ce germe et pour lui adapter notamment l'antibiothérapie. Voilà, en fait, l'antibiothérapie reste urgente, d'accord, dès que le diagnostic posé, et puis elle sera réajustée par la suite, après, donc, bien sûr, réception alors du compte-rendu microbiologique, non seulement l'étude microbiologique, et surtout l'antibiogramme qui va nous permettre alors d'éprouver la sensibilité alors de ce germe à tous les antibiotiques et de savoir par la suite quel antibiotique serait le plus pertinent, le plus approprié pour pouvoir éradiquer cette infection, pour ne pas dire éradiquer, en fait, éliminer cette infection de l'organisme de notre malade, pour ne pas parler de l'éradication en épidémiologie, élimination, etc. Alors, maintenant, par quoi va se manifester cette infection pulmonaire aiguë, cette pneumonie aiguë communautaire? Donc, il y a une association typique, il va y avoir des signes respiratoires, c'est les plus évocateurs, avec des signes généraux en lien avec l'infection. Les signes généraux en lien avec l'infection, c'est les signes généraux qu'on observe en cas d'angine, qu'on observe en cas de gastro-entérite, qu'on observe en cas de plein d'autres infections. Donc, ils ne sont pas spécifiques et nous avons des signes respiratoires qui nous évoquent alors le siège respiratoire de l'infection, une toux qui est productive, c'est une toux grasse avec une expectoration purulente, mais ce n'est pas obligatoire, une dyspnée quand l'atteinte est étendue au niveau du parenchyme pulmonaire, quand il y a une suppuration importante au niveau du parenchyme pulmonaire, et donc là il va y avoir une dyspnée parce que les champs pulmonaires qui nous assurent la respiration sont amoindris, d'accord, à un certain pourcentage, et donc ça va nous donner de la dyspnée et de la douleur thoracique parfois. En fait, ce qu'on observe le plus souvent, c'est la toux et l'expectoration. Cette expectoration, elle est initialement productive mais n'est pas purulente, mais quelques jours après l'évolution d'infection, le foyer purulent se constitue et la toux commence à ressortir ce pus-là, d'accord. Et nous avons la dyspnée et la douleur thoracique, je viens de vous dire, donc vous pouvez ne rencontrer qu'une toux, qu'une expectoration purulente, une petite dyspnée, une petite douleur thoracique. Donc il faut évoquer cette infection-là, associée à des signes généraux, une fièvre, d'accord, qu'on doit chiffrer bien sûr, parce que voilà, chiffrer la fièvre, c'est déjà évoquer un germe et éliminer d'autres. Et les frissons, c'est la fièvre quand elle est frissonnante, c'est le cas du staph, c'est le cas du pneumocoque, et l'asthénie, de la légionellose également, et l'asthénie qui est liée alors au climat inflammatoire qui alors s'impose à l'organisme du malade. Et nous avons des signes auscultatoires, d'accord, bien que cette auscultation puisse être normale, mais il y a des signes auscultatoires qui nous évoquent alors une infection pulmonaire. Les signes auscultatoires qui nous évoquent alors une PAC le plus souvent, c'est le syndrome de condensation alvéolaire, c'est-à-dire que nous allons entendre surtout des crépitants, c'est des râles crépitants, c'est des crépitations, décomposent notre stéthoscope, notre pavillon sur le foyer infecté, c'est pas sur tout le poumon. Voilà, il se pourrait que dans le même poumon, dans le même lobe, entendre ausculter des crépitants dans un endroit et avoir une auscultation libre dans l'autre
endroit dans le même lobe, d'accord, ou dans le même poumon, cela veut dire que ce n'est pas tout le poumon qui est infecté ou le foyer infectieux, voilà, se siège au niveau d'une partie bien précise du poumon. Donc il faudrait ausculter minutieusement les deux champs pulmonaires de haut en bas, de façon comparative, le plus souvent pour savoir s'il y a alors, parce que parfois c'est en comparant qu'on se rend compte qu'il y a une anomalie à l'auscultation, bien que c'est une anomalie occulte, c'est une anomalie furtive, mais quand on compare, on se rend compte que ce poumon-là, il est normal, celui-là, il pose un petit problème que je dois identifier, d'accord? Et nous avons parfois un syndrome pleural. Le syndrome pleural, le plus souvent, c'est un épanchement pleural de moyenne abondance en lien avec une pleurésie qui est secondaire à la diffusion du foyer infectieux du champ pulmonaire vers la cavité pleurale, par exemple par vidange d'un abcès pulmonaire dans la cavité pleurale. Donc ça va nous donner un syndrome pleural avec donc amoindrissement, voire abolissement des vibrations vocales. Amoindrissement, c'est un syndrome pleural en lien avec un épanchement liquidien, donc amoindrissement de la transmission des vibrations vocales avec une matité à la percussion au lieu d'avoir une sonorité. Et nous avons, bien sûr, je viens de le dire au tout début, une auscultation normale est possible et ne doit pas éliminer le diagnostic, d'accord? Donc pas toutes les PAC, d'accord, qui s'expriment sur le plan auscultatoire. La paraclinique, je viens de dire qu'il y a un examen d'imagerie incontournable, systématique, qu'il faudrait faire dans toutes les situations. C'est la radiographie thoracique de face, c'est l'examen clé, qui va nous montrer, exemple dans le cas de la PFLA, de la pneumonie franche lobaire aiguë, on va retrouver un très beau foyer de condensation alvéolaire bien dessiné, systématisé, c'est-à-dire qu'il est limité à un lobe ou à un segment ou à un certain nombre de segments, qui va être délimité par une scissure. C'est un très beau foyer de condensation qui doit nous faire penser en premier lieu à un pneumocoque et doit nous motiver bien sûr à commencer notre antibiothérapie, d'accord, empirique qui demeure urgente. Donc la condensation alvéolaire va être systématisée dans la PFLA comme on est susceptible de faire face à des opacités infiltratives comme dans le cas des germes atypiques. Je vais essayer de faire un deuxième enregistrement sur l'aspect radiologique des différentes PAC. La TDM thoracique, elle n'est pas systématique, elle est indiquée si la radiographie est difficile à interpréter, c'est-à-dire qu'on voit l'anomalie mais on n'arrive pas à la caractériser, on n'arrive pas à faire le lien entre cette anomalie et infection donnée et germe donné, ou quand il y a un terrain particulier, un immunodéprimé, mais ce n'est pas toujours systématique, une pathologie sous-jacente, d'accord, quand il y a par exemple une PID, une fibrose, surtout une fibrose pulmonaire, ou là une autre PID, ou un foyer de cancer bronchique, peut-être c'est un cancer bronchique qui s'est excavé, qui s'est surinfecté, donc là il y a en fait indication de recourir à cette TDM qui va faire la part des choses, qui va nous apporter plus de détails, plus de caractéristiques, d'accord, sur notre foyer infectieux, et ça va nous orienter bien sûr et rechercher les complications, un épanchement ou un abcès, d'accord, abcès ou suppuration intraparenchémateuse. Un épanchement, c'est le plus souvent un épanchement purulent, c'est pleurésie purulente, c'est également un autre cours à part entière que nous allons aborder bien sûr. Voilà, et dans le livre, là les détails dans le livre sont plus approfondis. Là je vous donne l'essentiel pour pouvoir vous familiariser, d'accord, initialement avec le cours, parce que le plus souvent les étudiants ils craignent les cours de loin avant de s'y engager. Donc là on va essayer de faire le pas à votre place. Comme ça, vous allez vous familiariser initialement avec le cours, savoir le cours, il est très facile à assimiler. Ensuite, vous allez acquérir petit à petit les détails, et ce surtout à travers votre exercice continu sur les cas cliniques. Alors, nous avons la biologie. La biologie, quand on traite une PAC en ambulatoire, le plus souvent on ne la demande pas, on se rend compte que c'est une PAC, on met en route une antibiothérapie et on envoie le malade chez lui
comme ça, il va recevoir son antibiothérapie en ambulatoire. Mais quand on hospitalise, le plus souvent on hospitalise, soit il y a un terrain, d'accord, qui est, comment dirais-je, qui est précaire, donc un diabétique, une femme enceinte, un BPCO, un asthmatique, un insuffisant rénal, cardiaque, respiratoire, etc. Là, on est obligé d'hospitaliser le malade, de le mettre sous antibiothérapie par voie intraveineuse et ce, dans le but principal de prévenir les complications ou bien pour traiter les complications si elles sont déjà installées. Parfois, on hospitalise en unité de réanimation, en unité de soins intensifs quand les complications se sont installées et sont graves. Donc, l'FNS, qu'est-ce qu'elle va elle va nous montrer? Elle va nous montrer une infection, le plus souvent bactérienne. 70 à 80% des PAC sont bactériennes, donc c'est une hyperleucocytose à PNL. Pas plus. D'accord? La CRP et la procalcitonine sont élevées. La CRP et la procalcitonine sont spécifiques des infections bactériennes, surtout la procalcitonine, parce que la CRP n'est pas autant. Elle augmente considérablement au cours des infections bactériennes qu'au cours d'autres infections, mais elle reste moins spécifique que la procalcitonine, qui est très importante. Et les bilans, bien sûr, dans le cadre du bilan de retentissement, on va faire un bilan rénal, un bilan hépatique, un bilan d'hémostase, de la crasse sanguine pour évaluer la gravité. Cela sous-entend pour rechercher à quel point cette infection a retenti sur les autres appareils, notamment les appareils les plus importants, rénal, hépatique, coagulation, parce que ça peut aller jusqu'au sepsis, ça peut aller au choc septique. Voilà, s'il y a des complications, choses qu'on ne voudrait pas rencontrer, qu'on ne voudrait pas. Voilà, qu'on ne voudrait pas, en fait, qu'on ne souhaiterait pas voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, c'est la prise en charge initiale, précoce et adéquate de l'infection qui fait éviter toutes ces complications qui pourraient, bien sûr, mettre en péril le pronostic vital et non pas seulement le pronostic fonctionnel du malade. La gazométrie artérielle, elle va nous mettre en évidence une hypoxémie, mais ce n'est pas systématique de retrouver une hypoxémie. On peut retrouver une normoxémie, d'accord, une hypercapnie avec augmentation des lactates. L'augmentation des lactates, elle n'est pas toujours constante. L'hypercapnie n'est pas constante. On peut faire une gazométrie, elle revient normale, d'accord. Donc hypoxémie, hypercapnie, c'est en lien avec quoi? C'est en lien avec la dyspnée, l'insuffisance respiratoire qui est secondaire à cette infection, et les lactates, c'est bien dû à au passage au métabolisme anaérobie des cellules quand elles sont privées alors de d'un apport ou d'un approvisionnement adéquat en oxygène et suffisant en oxygène. Donc c'est ça. Nous avons la microbiologie. La microbiologie, elle doit être réalisée avant toute antibiothérapie sans la retarder. C'est-à-dire si l'on envisage faire une hémoculture ou là rechercher une antigénurie, etc. ECBC, bien que l'antigénurie n'est pas vraiment influencé par l'antibiothérapie. Mais en fait, là, si l'on envisage demander une épreuve microbiologique, on doit la faire immédiatement dès qu'on reçoit le malade avant de le mettre sous antibiotiques. D'accord? Donc, hémoculture au pic fébrile. Avant de commencer les antibiotiques, pic fébrile ou frisson, on fait un prélèvement adressé au laboratoire de microbiologie pour une hémoculture. Bien sûr, on leur précise les germes qu'on suspecte. Antigénurie, l'antigénurie, c'est la recherche de certains antigènes dans les urines et cela ne s'applique que pour le pneumocoque et la Legionella. Le CBC, c'est l'étude cytobactériologique des crachats. On va récupérer les crachats, on va leur faire une étude bactériologique et une étude cytologique. On va rechercher s'il y a des cellules, des leucocytes, des plasmocytes, etc. Quel type de cellules contenues dans ce crachat et surtout quel type de germes. La PCR multiplex, on l'a fait surtout dans les infections d'origine virale et les bactéries atypiques et l'analyse du liquide pleural. S'il y a un épanchement devant tout épanchement avec un syndrome infectieux ou sans syndrome infectieux associé cliniquement, donc on fait un prélèvement pleural, d'accord, et l'étude va être cytologique et biochimique et bactériologique, d'accord. Le diagnostic de gravité, l'évaluation de la gravité de cette infection va conditionner le lieu de prise en charge. J'ai une infection, d'accord, pulmonaire qui est grave.
probablement, elle va nécessiter une hospitalisation en réanimation. Alors que quand c'est une infection, d'accord, il s'agit juste d'une insuffisance respiratoire associée, d'accord, c'est déjà une tare, une comorbidité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais hospitaliser mon malade dans un service de médecine du moment que les complications ne se sont pas encore installées. Elles risquent de s'installer. C'est un terrain très favorable. C'est un insuffisant cardiaque, un diabétique, un alcoolique ou peu importe. Donc, j'hospitalise et je mets sous surveillance, sous antibiothérapie et j'essaie au maximum de prévenir ces complications qui pourraient me nécessiter un transfert en unité de réanimation. La stratégie d'antibiotique, est-ce que je vais me contenter de la voie orale ou je vais opter pour une voie intraveineuse et la mortalité prévisible, bien sûr. Nous avons des critères, nous avons des scores surtout qui nous permettent de savoir si c'est une infection nécessitant une hospitalisation ou non, et de plus si c'est une infection grave ou non. Si c'est une infection grave, c'est-à-dire une infection, voilà, excusez-moi pour le mot, mais c'est une infection qui s'approche de la fatalité. C'est une infection qui engage de plus en plus le pronostic vital du malade. Donc, il y a des scores pour ça. Nous avons des critères qui sont basés sur les signes respiratoires. Je dois évaluer mes signes respiratoires, si la polypnée et la dyspnée est importante, la gazométrie est très importante, faites attention. Si le patient désature, je dois lui faire une gazométrie, comme ça je vais bien explorer son statut acido-basique et je vais rechercher le retentissement acido-basique de mon infection et le retentissement sur les organes. Bien sûr, une tachycardie, le débit cardiaque probablement, on leur demande une écho-cœur pour estimer la fraction d'éjection. Parfois, ça donne des retentissements profonds sur la fonction cardiaque, la fonction rénale, bilan rénal, s'il est perturbé, on doit s'affoler. Et le système nerveux, bien sûr, c'est les troubles de la conscience. Les scores de gravité dont je viens de vous parler, nous avons le score CRB65 et le score CURB65 ou CURB65. Ces deux scores-là, d'accord, qui sont très semblables, voilà, qui vont tenir compte de la fonction neurologique, s'il y a une confusion, de la fonction rénale, de la fréquence respiratoire, de la tension artérielle et de l'âge. Quand il est supérieur ou égal à 65 ans, d'accord, c'est une infection, voilà, qui risque d'être grave. Et s'il y a des complications, le pronostic va être quand même réservé parce que c'est une personne âgée, d'accord? Et nous avons le score de Fine qui évalue la mortalité. Si vous voudrez vous approfondir dans ces scores, bien sûr, ils sont bien détaillés dans le livre. Alors, nous allons parler maintenant de quelques formes cliniques et étiologiques. Pratiquement, on va parler de toutes les formes. Les formes cliniques et étiologiques, nous allons commencer par le plus important. C'est un germe que vous connaissez tous. Vous l'avez connu, j'imagine, en sémiologie, en microbiologie, quand on vous a parlé des cocci à gram positif. Alors, donc, le streptocoque pneumoniae, d'accord, au pneumocoque, il est responsable de 50% des PAC hospitalisés. 50% des PAC hospitalisés sont dus au pneumocoque. Vous voyez l'ampleur et l'importance de l'infection au pneumocoque. Voilà, et qu'est-ce qu'il va donner ce pneumocoque une fois inoculé au niveau du parenchyme pulmonaire? Il va nous donner une infection également très connue, très célèbre. C'est la pneumonie franche lobaire aiguë, PFLA, vous l'avez vu en sémiologie l'année passée, en sémiologie respiratoire. Comment va-t-elle s'exprimer cette infection cliniquement? Nous avons une fièvre très importante à 39-40. C'est une fièvre qui s'accompagne de frissons, une douleur thoracique, une toux purulente. Donc c'est une expectoration, ça va être soit jaune ou jaune verdâtre. Ça c'est très fréquent dans les cas cliniques. Voilà, et ça peut s'accompagner. C'est une infection qui peut s'accompagner, pas obligatoirement, d'un herpès nasolabial. Dès qu'on voit un herpès nasolabial, c'est 99,99% un pneumocoque qu'un autre germe. D'accord? Donc, herpès nasolabial. Là, il faut bien assimiler cette clinique. Pourquoi? Parce que dans les cas cliniques, on va vous donner ce tableau-là et c'est à vous de vous travailler la cervelle pour vous orienter et évoquer un germe et éliminer d'autres. D'accord? Si j'ai un syndrome infectieux franc avec une toux purulente, avec un herpès nasolabial, c'est pratiquement
c'est pratiquement à 100% un pneumocoque, Streptococcus pneumoniae. Il faut bien savoir la microbiologie du germe parce qu'on peut vous donner la microbiologie, d'accord, c'est-à-dire l'aspect microbiologique du germe, et c'est à vous d'identifier ce germe. Donc il faut avoir la microbiologie en tête. Et la microbiologie, voilà, je ne vous demande pas de vous approfondir dans les détails moléculaires du germe ou les détails génétiques, non. Il suffit de savoir c'est un gram positif, il s'organise en diplocoque. Voilà, c'est ce qu'on va voir à l'ECBC, à l'étude cytobactériologique des crachats. On fait un examen direct avec une coloration de gras et bien sûr, on observe la forme de ces germes. Comment vont-ils s'agencer, d'accord, sous ma lame. Et à la radiographie, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus facile, c'est une opacité lobaire systématisée. Voilà, j'aurais dû mettre de petits clichés sur cette présentation, mais je vais essayer de me rattraper à travers un autre enregistrement. Et l'antigénurie, pas tous les pneumocoques, nous avons uniquement le sérotype 1 normalement, si je ne me trompe pas, c'est le sérotype 1 parce qu'il y a plein de sérotypes, c'est le sérotype 1 qui donne une antigénurie positive pneumococcique. D'accord. Le staphylocoque ou Staphylococcus aureus, d'accord, c'est le staphylocoque doré, c'est une infection grave, d'accord, c'est une infection quand même fréquente, aussi bien chez l'enfant mais aussi chez l'adulte. Voilà, elle est très fréquente chez l'enfant. En fait, le staphylocoque, c'est un germe, je pourrais le dire, plus virulent que le pneumocoque. Pourquoi? Parce qu'en fait, le caractère invasif de ce germe consiste en quoi? Consiste en son, bien sûr, introduction dans le parenchyme pulmonaire. Il va commencer aussitôt à bouffer le parenchyme pulmonaire comme si vous êtes en train de cuire le parenchyme pulmonaire. C'est pourquoi qu'il est responsable alors de la constitution rapide d'abcès, d'accord, donc le foyer infectieux staphylococcique qui s'abcède rapidement, d'accord, il est responsable des atteintes bilatérales et étendues, d'accord, je vous rappelle du lâcher de ballon staphylococcique, d'accord, si l'on voit un lâcher de ballon, on doit évoquer le staph comme infection, voilà, ou bien une origine maligne, d'accord, le plus souvent c'est métastatique, c'est des localisations secondaires d'un cancer solide, le plus souvent, probablement hématologique, d'accord, à distance du poumon, bien sûr, c'est une métastase pulmonaire. Donc le staph, il est grave. Par son caractère nécrosant, il bouffe le parenchyme. Il est en train de cuire et de détruire ce parenchyme pulmonaire avec un risque de PNO. Pourquoi? Et de septicémie. Le PNO, c'est le pneumothorax. Comment va-t-il induire ce PNO? Quel est le lien entre ce caractère nécrosant et le PNO? Le parenchyme pulmonaire, une fois nécrosé, détruit par ce germe-là très virulent, hautement virulent, il va y avoir de petites bulles d'air, voilà, plus ou moins importantes, qui vont se constituer. C'est comme un vide dans le parenchyme pulmonaire qui va se remplir d'air, et cet air-là, voilà, est susceptible de se vider à travers une toute petite brèche de la plèvre viscérale. Il se vide, il se draine ou il s'évacue dans la grande cavité pleurale en donnant naissance à un pneumothorax. La radiographie, on va retrouver de multiples nodules, donc l'atteinte est multiple, des abcès, une pleurésie, un empième, d'accord? Donc là, l'atteinte va être un peu plus franche et comment dirais-je là, alarmante que pour le pneumocoque, pardon. Alors, le traitement, on va associer, d'accord, une bêta-lactamine à un glycopeptide. Donc, c'est l'oxacilline, c'est de la pénicilline M associée à la gentamicine. Les bacilles à gram négatif, le terrain, voilà, donc les BGN, je vous ai parlé du terrain. Donc, les BGN ne touchent pas tout le monde. Ils touchent préférentiellement alors des terrains bien précis, l'âge avancé, la personne âgée au-delà de 65 ans, âge supérieur ou égal à 65 ans, les personnes alcooliques, les immunodéprimés également, les germes qui pourraient être alors dans cette case-là de BGM, c'est Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, c'est un germe très fréquent, voilà, et c'est Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, c'est des germes fréquents dans les cas cliniques, d'accord? Hémophilus influenzae, Acinetobacter, le pronostic est souvent sévère, hein, les BGN.
Alors, Klebsiella pneumoniae, donc sur le plan clinique, ça donne des hémoptésies. C'est des expectorations tachées de sang, c'est des expectorations hémoptoïques avec une opacité bombante à la radiographie et on la traite on la traite le plus souvent par une antibiothérapie de large spectre, soit c'est l'amoxicilline acide clavulanique, d'accord, ou bien une céphalosporine de troisième génération associée à un aménoside. D'accord, vous voyez combien le spectre d'action de l'antibiotique ou des antibiotiques est large. Hémophilus influenzae, le terrain d'accord de prédilection de ce germe, c'est le BPCO et l'immunodéprimé. Et là, il faut les apprendre pourquoi ça va vous aider indirectement pour vous orienter, pour vous gérer dans les cas cliniques. Le diagnostic hémophilus, on peut faire une antigénurie pour l'hémophilus, bien que rarement, parce que dans les cas cliniques, c'est plus souvent Legionella pneumocoque ou bien une hémoculture. Les anaérobies, c'est bactéroïdes, fusobacterium. Donc, on les observe le plus souvent chez les personnes âgées présentant des troubles de la conscience. C'est des personnes alitées, la mauvaise hygiène buccale le plus souvent. La clinique, il va y avoir un début insidieux. C'est une infection qui s'installe et qui évolue à bas bruit avec des expectorations très fétides. Je vous rappelle qu'il s'agit de BGN. Les complications, pleurésie purulente, pyopneumothorax, c'est des complications le plus souvent un peu ardues à gérer, surtout quand il s'agit de personnes âgées avec des troubles de la conscience. C'est des malades qui ne sont malheureusement pas coopérants, donc ils sont difficiles quand même à prendre en charge. La radiographie va mettre en évidence une opacité alvéolaire avec d'éventuelles excavations. D'accord, opacité alvéolaire avec d'éventuelles excavations. Les germes intracellulaires, nous avons Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae, donc elle touche le sujet jeune et elle survient dans un contexte épidémique, dans une école, dans une caserne, parce que c'est une infection qui se transmet, d'accord, qui se propage interhumainement. Et nous avons des signes extra-respiratoires fréquents, d'accord, donc ça donne une symptomatologie extra-respiratoire fréquente. Donc là, dans le livre, j'en ai parlé en détail, d'accord. Donc si vous voulez, en fait, vous avez intérêt à revoir le cours en détail dans le livre. Là, c'est juste pour vous mettre sur les rails et pour vous mettre on va dire, en scène. Hein. La radiographie, nous allons retrouver des infiltrats bilatéraux interstitiels. C'est des infiltrats interstitiels, d'accord. C'est des opacités interstitielles. Le diagnostic, soit l'on fait une PCR ou une sérologie, et le traitement, c'est les macrolides ou bien les fluoroquinolones. Chlamydia pneumoniae, donc transmission aérienne, endémique avec des pics épidémiques. C'est une infection endémique, il y a des pays ou des zones d'endémie avec des pics épidémiques. Le diagnostic, tout comme pour Mycoplasma pneumoniae, c'est PCR ou sérologie, et l'évolution est moins grave que pour cette Mycoplasma pneumoniae. Coxiella burnetii, c'est la fièvre recul, donc la transmission par tiques ou animaux domestiques, notamment les bovins. Donc il va y avoir une fièvre, il va y avoir des myalgies, il va y avoir une hépatosplénomégalie, donc c'est très évocateur comme clinique. La biologie, la biologie, on va retrouver une hépatite, il va y avoir un syndrome de cytolyse hépatique sans hyperleucocytose. On ne retrouve pas d'hyperleucocytose. C'est ce qui caractérise alors cette infection, hépatosplénomégalie, myalgie, fièvre, hépatite sans hyperleucocytose, et c'est une fièvre le plus souvent 38, 39, rarement. Hein. Legionella pneumophila, légionellose, une infection qu'il faudrait bien retenir, bien connaître, bien en connaître la clinique, il faut en connaître la clinique, en connaître la microbio et en connaître la prise en charge thérapeutique, voilà, antibiotique. Alors, Legionella pneumophila, qui va occasionner la légionellose, c'est un bacille à gram négatif, qui est présent dans les réseaux d'eau chaude. Donc la contamination va être d'origine hydrique, d'accord, par inhalation d'aérosols contaminés. C'est des aérosols contaminés. Il n'y a pas de transmission interhumaine, mais la contamination, inhalation, c'est inhalation d'aérosols contaminés. D'accord, ça provient de l'eau chaude. C'est des réseaux d'eau chaude parce que cette chaleur-là, cette température élevée est favorable à la multiplication de la bactérie. Triade évocatrice, pneumonie, diarrhée, confusion, atteinte
pulmonaire, très importante, digestive, s'exprimant par une diarrhée, neurologique, s'exprimant par des troubles de la conscience. Le diagnostic, c'est l'antigénurie lésionnée, la PCR ou éventuellement une culture, d'accord, qui va mettre du temps quand même, hein. Le traitement, les formes simples, c'est les macrolides pendant 8 jours. Les formes sévères, on va associer alors à une fluoroquinolone, un macrolide, ou on peut même recourir au rajouter de la rifampicine. Et la durée de la cure d'antibiothérapie va être plus allongée. Ça doit aller de 8 jours jusqu'à 21 jours. C'est une maladie à déclaration obligatoire. C'est une information qu'il ne faudrait pas oublier parce qu'on peut vous poser une question sur ça. Les pneumonies virales, elles sont d'installation rapide avec une fièvre, des myalgies, une toux. Vous connaissez tous la grippe, vous en avez eu déjà, bien sûr, chaque hiver, j'imagine. La radiographie, donc il va y avoir des opacités bilatérales non systématisées. C'est des opacités polymorphes, voilà, qui varient le plus souvent d'un germe à un autre, d'une personne à une autre, bien que atteinte d'un même germe. Le plus souvent, l'évolution est favorable en 4 à 5 jours et le traitement n'est que symptomatique, hein. Et les virus donc incriminés, c'est influenza, virus respiratoire syncytial, métapneumovirus, parainfluenza, adénovirus, coronavirus. La prévention, c'est le vaccin antigrippal, d'accord? On va parler de la Covid parce que c'est une infection virale très importante qui avait causé beaucoup de problèmes au cours de la fameuse pandémie Covid voilà, 19, fin 2019, début 2020. Le germe responsable de cette infection, c'est SARS-CoV-2. D'accord, vous le connaissez tous, j'en suis quand même certain. Les symptômes, c'est la fièvre, la toux qui est sèche, d'accord, pas de toux productive avec les virus, hein. Asthénie, sauf s'il y a une surinfection bactérienne. Asthénie, anosmie, des troubles olfactifs, dyspnée, diarrhée. Les formes de sévérité, d'accord, les formes de sévérité. En fait, l'infection par SARS-CoV-2 ou la Covid-19 est une infection très virulente. C'est une infection trompeuse. Pourquoi? Parce que elle peut prendre alors une phase asymptomatique, bénigne, voilà qu'on ne craint le plus souvent pas, mais cette forme-là peut se compliquer rapidement et atteindre alors des complications critiques à type de détresse respiratoire aiguë et éventuellement de choc circulatoire aigu. Donc c'est une infection qu'il ne faudrait pas sous-estimer, chose qu'on ne savait pas au début de la pandémie. La radiologie et qu'on a découverte, bien sûr, et qu'on a déduite, d'accord, au terme de cette pandémie, heureusement. La radiologie va nous montrer des opacités en verre dépoli bilatéral, surtout le scanner. Je vous ai mis une très belle coupe horizontale ou transversale, je voudrais dire, axiale, de TDM thoracique dans le livre. La biologie, on va retrouver une lymphopénie. D'accord, c'est une infection virale, une augmentation de la CRP, augmentation de l'EL6, augmentation des D-dimères. C'est une infection qui va donner des désordres de la coagulation, hein, de l'hémostase. Le diagnostic, c'est, on va faire donc le test antigénique, voilà, que vous avez probablement tous essayé. Et nous avons la PCR en temps réel, d'accord, qui est l'examen de référence. Et la sérologie, c'est à partir du 14e jour de l'infection que la sérologie se positive. Le traitement, par augmentation des IgM bien sûr, le traitement, les formes légères, c'est le traitement symptomatique avec une vitaminothérapie, vitamine D, vitamine C. Les formes sévères, quand il y a des complications, on va traiter les complications, oxygénothérapie, antibiothérapie, si sur infection bactérienne, anticoagulation, corticoïdes, parce que nous avons une flambée inflammatoire difficile à gérer. La vaccination contre la Covid demeure la meilleure stratégie de prévention des formes graves. D'accord, toujours l'objectif du vaccin, c'est de prévenir les formes graves et non pas de prévenir l'infection d'emblée. Alors, pour conclure, nous allons essayer de synthétiser en cette diapo tout ce qu'on vient de raconter. La prise en charge générale des PAC, qui est l'objectif principal de ce cours. Vous êtes en cycle clinique. Dès que vous voyez un désordre pathologique, il faut le connaître,
en connaître la physiopathe, l'origine, les circonstances de découverte et de survenue, le terrain sur lequel il survient et surtout comment puis-je prendre en charge cette infection, d'accord, dans notre cours ou cette maladie. Alors devant une suspicion de pneumonie communautaire, de 1, il faut confirmer le diagnostic. C'est le couple clinique, radiographie, sauf que dans certains cas où l'on a recours à des examens plus approfondis, évaluer la gravité. On a parlé des scores CRB 65, CURB 65 et le score de Fine également. Il y en a d'autres là. Rechercher le terrain et les comorbidités, débuter précocement une antibiothérapie probabiliste avant toute preuve microbiologique. Si nous avons à faire une étude microbiologique, on fait le prélèvement avant toute antibiothérapie. Bien sûr, quand on reçoit notre compte rendu, notre documentation microbiologique qui va nous identifier le germe et nous identifier la liste d'antibiotiques auxquels notre germe est sensible, on est tranquille, on va faire une réadaptation ou un réajustement thérapeutique. Voilà, si l'antibiotique est déjà, si l'antibiothérapie est déjà adaptée, bien sûr, conformément aux données de l'antibiogramme, on est tranquille, on va poursuivre notre antibiothérapie. La surveillance clinique, radiologique et biologique selon l'évolution. D'accord ? Donc voilà ce qu'il faut savoir sur les PAC. Il ne faut pas oublier la microbiologie de ces germes. Il ne faut pas oublier l'aspect radiologique, radiographique je précise, et la prise en charge. Ces scores, il faut savoir donc les différents critères pris en compte dans chaque score. Voilà, et bien sûr, il faut s'entraîner sur les cas cliniques. Et là, on est arrivé à la fin de cette présentation. Je voudrais vous remercier de tout court pour votre aimable attention. Et tous les détails dont je parlais sont bel et bien expliqués dans le livre. Donc, vous n'avez pas à vous soucier du support. Donc il est dans le livre, voilà, il est complet. Après le livre, je vous ai mis un très bon et beau cas clinique sur la légionellose. Vous allez bien assimiler la légionellose à travers ce cas clinique là que je vous demande de faire juste après la première couche. Comme ça vous allez déjà acquérir la politique des cas cliniques en pneumologie. Et bien sûr, il ne faut pas se contenter juste du seul et unique cas clinique. Je vous mets après chaque cours, il faut s'entraîner davantage sur les cas cliniques des rotations précédentes et des années précédentes. Et bye.